À la recherche du sommeil perdu, c'est l'énoncé du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour plonger dans les bras du côté obscur de Morphée, nous avons le plaisir d'accueillir ici en studio Isabelle Arnulf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, chef du service pathologie du sommeil de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous avez notamment publié Une fenêtre sur les rêves, neurologie et pathologie du sommeil chez Odile Jacob. Et nous allons être rejoints dans quelques minutes par Claude Gronfier, qui est neurobiologiste à l'unité INSERB 846 à Bron. Vous pouvez nous suivre évidemment, comme chaque jour, vous avez l'habitude maintenant sur Twitter, sur notre fil Twitter, @laméthode FC. Alors, suite à tous ces chiffres que je déclinais dans la présentation de l'émission, Isabelle Arnulf, et je suis sûr que vous pourrez en rajouter d'autres, est-ce que vous pensez que les troubles du sommeil sont le grand mal de notre époque contemporaine ? On dort moins clairement qu'avant, essentiellement depuis que les écrans sont arrivés et surtout qu'ils sont arrivés dans les chambres. Auparavant, il y avait bien les télévisions, c'était un peu loin de nous. Maintenant, les écrans sont proches des yeux le soir et posent toutes sortes de problèmes pour l'endormissement des sujets. On dort moins depuis longtemps et tout le monde dort moins. On dort moins et on dort moins bien ? On dort moins en quantité par rapport à ce qu'il nous faudrait. Est-ce qu'on dort moins bien ? Les personnes dormaient mal au début du siècle parce qu'elles avaient froid, parce qu'elles étaient malades. Enfin, ça existait déjà. L'insomnie existe depuis la nuit des temps. C'est plutôt que les gens passent trop de temps sur les écrans. C'est ça. On va le voir. Effectivement, les écrans, ça a compliqué beaucoup, et notamment à cause de la lumière bleue qu'ils dégagent. On y reviendra. Mais ce que je voulais vous faire dire, c'est que peut-être à la différence d'autres pathologies qu'on a pu décrire, certaines comme le mal du 20e ou le mal du 21e siècle, la grande différence avec les pathologies du sommeil, c'est que la plupart du temps, elles ne sont pas traitées, ou alors elles sont mal traitées. On s'occupe mal de ces troubles du sommeil. En fait, c'est une discipline assez récente, la médecine du sommeil, dans la mesure où le dormeur ne sait pas ce qu'il fait. Il dort chez lui, il est non conscient, et c'est peut-être celui qui l'accompagne, le conjoint, qui va s'apercevoir qu'il ronfle, qu'il fait des apnées, qu'il s'agite ou qu'il crie dans le sommeil. Et cette non-conscience a fait que la médecine a pas mal ignoré, sauf évidemment les insomniaques qui eux savent qu'ils ne dorment pas. Mais tous les autres, ils ne savaient pas, et il a fallu finalement développer petit à petit, au début des années 70, des laboratoires de sommeil, c'est-à-dire des endroits où on va regarder les gens dormir avec toutes sortes de capteurs et les écouter, les voir comment est-ce qu'ils bougent les jambes, est-ce qu'ils crient, etc. et est-ce qu'ils dorment bien. Et à partir du moment où il y a eu cette observation nocturne par les médecins, ont été découvertes petit à petit toutes sortes de choses qui étaient ignorées. Il y a 30 ans, on ne connaissait pas le syndrome d'apnée du sommeil, il y a 20 ans, on ne connaissait pas les jambes sans repos, il y a 10 ans, on ne connaissait pas le trouble comportemental en sommeil paradoxal, on ne connaissait pas les troubles alimentaires du sommeil, les gens qui mangent en dormant, les sexomnies, l'activité sexuelle endormie. Il y a une maladie quasiment découverte tous les 5 ans du sommeil, qui n'était pas connue, et c'est un petit peu chaque personne qui a rajouté un capteur ou mieux observé ses dormeurs qui s'est aperçu de ce qui pouvait perturber le sommeil et du coup rendre les journées le sommeil moins récupérateur, et des journées avec des personnes plus somnolentes, qui se réveillent fatiguées, qui dorment trop. Vous diriez qu'aujourd'hui, ces troubles du sommeil que l'on connaît mieux, est-ce qu'ils sont suffisamment diagnostiqués ? Probablement pas. Les apnées du sommeil, ça c'est passé, quand on racontait ça il y a 20 ans, les autres médecins nous regardaient avec des yeux ronds, et puis maintenant c'est passé. Dans les apnées du sommeil, il y a à peu près la plupart des pneumologues sont formés, des ORL, quelqu'un qui ronfle la nuit, qui urine plusieurs fois dans la nuit, qui est hypertendu dans la journée et fatigué. Il y a un moment où on va aller lui dire faut peut-être faire un dépistage d'apnée. Les parasomnies, c'est-à-dire les comportements anormaux la nuit, c'est encore peu étudié. Les hypersomnies, c'est-à-dire les jeunes qui s'endorment à tout bout de champ, ils arrivent avec 7 ans de retard en général dans les labos de sommeil, et ils ont eu le temps d'échouer en classe. Donc effectivement, c'est un peu négligé. Le somnambulisme est très négligé. Encore des gens qui passent par la fenêtre, et puis c'est des trucs graves, et tout le monde trouve que c'est normal de se lever la nuit et de se pas s'en souvenir. Voilà. Alors on va parler tout à l'heure plus généralement de la variété de ces troubles du sommeil ou de ces parasomnies, mais encore faut-il commencer par décrire le fonctionnement du sommeil. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui précisément tous les mécanismes du sommeil exactement, ou est-ce qu'il reste encore quelques zones un peu troubles, Isabelle Arnulf ? Alors de la même manière qu'en médecine du sommeil ça progresse aussi sur les sciences fondamentales, mais il y a encore beaucoup à faire. Il n'y a pas énormément d'équipes pour l'enjeu que c'est. Si on considère que c'est quand même un tiers de notre vie, il n'y a probablement pas assez d'investissement intellectuel dessus. Alors ça a progressé grâce à la recherche d'abord sur le chat, qui est quand même un gros dormeur, puis sur le rat. Et j'entendais que les gens dormaient avec leurs animaux, mais les chats, ils dorment pas comme nous. Ils se réveillent beaucoup la nuit, ils ont un sommeil qui s'étend autant le jour que la nuit. Les chiens dorment plus comme les hommes, au niveau des rythmes. Les oiseaux comme les hommes, ils mettent le bec sous l'aile et puis ils arrêtent. Donc oui, on a progressé, on sait mieux comment se partage le sommeil avec des phases différentes. D'abord, il faut démarrer le sommeil, et pour ça, il faut arrêter les systèmes d'éveil. C'est un peu comme un avion qui va démarrer. Il faut qu'il vérifie qu'il a tout pour partir dans cette traversée.
Et ça, c'est le problème de plein de gens, de ne pas arriver à arrêter leur système d'éveil, d'être toujours au taquet, gendarme. En activité sollicitée, sollicité, intellectuellement, sensoriellement. Réfléchissant, ruminant, enfin bref, préoccupé, et n'arrivant pas du coup à passer dans cet état où il faut un petit peu lâcher prise. Et puis, une fois que les systèmes d'éveil sont bloqués, les uns après les autres, eh bien, la partie antérieure du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus va petit à petit envoyer des signaux au reste du cerveau pour ralentir en fait le rythme du cerveau et de plus en plus lent et puis ce qu'on appelle de plus en plus synchronisé, c'est-à-dire que chaque cellule nerveuse va battre au même rythme que sa voisine, un peu comme des personnes qui essaieraient de jouer la musique en même temps. Et de ralentir le tempo. Ralentir le tempo. Petit à petit, on va sombrer comme ça dans du sommeil lent léger, dans lequel on va se réveiller facilement, mais et petit à petit, on va l'approfondir. Et quand on passe dans le sommeil lent profond, là, on est de plus en plus déconnecté du monde. C'est difficile de nous réveiller. Si on se réveille, on est très mal, on a le cœur qui bat vite, on est confus. C'est vraiment ce qu'on va faire en début de nuit. C'est le coup de téléphone à 1h du matin, alors qu'on est couché à minuit, vous voyez. Et ensuite, au bout d'1h30 à peu près, on va passer dans une phase qui est un petit peu différente, qu'on appelle le sommeil paradoxal. Elle est différente parce que le cerveau semble être un peu plus rapide dans le tempo, comme s'il était réveillé, les yeux battent sous les paupières, comme si on était réveillé. Il y a des petits mouvements des extrémités parfois, et en même temps, la personne est très très difficile à réveiller, son corps est profondément paralysé. C'est ça qu'on appelle le paradoxe. Il y a un cerveau qui a l'air de travailler un maximum, il travaille dans les autres salles, mais là, il a l'air de travailler rapidement, et en même temps, le corps est pas réactif et très très paralysé. Et on a fini comme ça le premier cycle de sommeil, qui dure 1h30 à peu près, avec du sommeil léger, profond et paradoxal. Et on recommence, souvent on se réveille, on se retourne dans le lit, et on recommence, et on fait entre 3 et 5 cycles par nuit avec ces différentes phases. Il y a une hormone importante dans les cycles de sommeil dont on commence à découvrir l'ampleur de ses effets sur le reste des fonctions vitales, c'est la mélatonine. Alors la mélatonine, elle a surtout un rôle pour l'horloge interne. Mélanos vient de dire obscurité, et donc c'est le signal, l'hormone qui va signaler l'obscurité aux cellules du corps. Nos yeux savent qu'il fait noir, mais pas la cellule au bout du cerveau. Donc chaque fois que la nuit va tomber, le corps va sécréter de la mélatonine, mais il en sécrète en éveil déjà. Mais il nous prépare en quelque sorte, il dit voilà, c'est l'heure, va falloir commencer à se préparer à dormir. Et on va en sécréter de façon importante à minuit, 1h, et dès qu'on va se réveiller à 7h, à la première lueur du jour, l'arrivée du soleil va arrêter notre sécrétion de mélatonine. Donc elle va prévenir toutes les cellules du corps que c'est la nuit, donc on voit bien que toutes les fonctions liées à la nuit vont être activées, comme le sommeil, mais pas seulement, d'autres hormones. Et elle va aussi nous renseigner sur la saison, puisque en ce moment, par exemple, en hiver, la nuit est longue, donc la sécrétion de mélatonine est longue. Donc c'est normal que je sois plus somnolent ou plus fatigué en hiver qu'en été? Non, probablement pas, mais ça va vous permettre, alors, pour des animaux, ça va leur permettre de faire au bon moment la fourrure, de se reproduire au bon moment, voyez, toutes les fonctions qui sont saisonnières. Le sommeil humain est peu saisonnier. Il y a quelque chose, puisqu'on parle de ces cycles, dans lequel on progresse dans les dernières années, une discipline nouvelle qu'on découvre de plus en plus, c'est la chronobiologie. Donc c'est l'étude de ces horloges internes. Aujourd'hui, alors Claude Gonfrier devrait pas tarder à arriver, il va nous en parler puisque c'est sa spécialité, mais parlons-en un peu avec vous pour commencer, Isabelle Arnulf. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces rythmes circadiens? Comment est-ce qu'on les connaît? Alors, ils ont été découverts dans les années 70 en isolant les animaux et les personnes de l'alternance de soleil et de nuit. Au début dans des grottes, en fait, et puis ensuite dans des bunkers, ce qui a permis de montrer assez rapidement que même quand l'homme ou l'animal n'est plus soumis à l'alternance jour-nuit, il continue à vivre sur un rythme interne. Et donc ça a permis de dire, bah oui, ça veut dire qu'il y a une horloge interne. Sauf que ce rythme est assez rapidement différent de l'alternance jour-nuit. Il va avoir tendance plutôt à s'allonger. On tourne sur un rythme qui est d'un peu plus de 24 heures. L'horloge fait un petit retard de 11 minutes à peu près tous les jours, qu'on peut sentir chez les personnes qui sont un peu du soir, c'est-à-dire avoir tendance à se coucher un peu plus tard, par exemple le week-end, vendredi, samedi, puis le dimanche, quand il faut se coucher tôt pour le lundi, c'est difficile. L'horloge a tendance à retarder un petit peu tous les jours. Et cette horloge interne est située dans l'hypothalamus aussi, pas au même endroit que les centres de sommeil, au-dessus du croisement des voies optiques, qu'on appelle le chiasma optique. Donc elle s'appelle l'horloge suprachiasmatique. Et elle est évidemment reliée elle peut marcher toute seule, mais elle est connectée par les yeux à la lumière, ce qui permet de la remettre à l'heure et qu'elle ne soit pas tout le temps à se décaler de 10 minutes tous les jours. C'est-à-dire qu'on a cette horloge interne centrale, entre guillemets, et elle est tout le temps remise à jour par des petites horloges internes de différents organes. Mes yeux, mon foie, mon cœur, tout ça est réglé à sa manière sur sa propre horloge.
les autres s'appellent pas des horloges, ça s'appelle des stimuli externes qui vont nous régler. Alors, on en a drôlement besoin. Par exemple, quand on va aux États-Unis, il va falloir régler notre horloge interne et on sent très bien le décalage horaire sur le nouveau rythme, sur le soleil américain le soir, sur l'activité le matin, sur les aspects alimentaires. Donc, le temps que cette horloge-là, qui est l'horloge qui va régler surtout la veille et le sommeil, se place sur le nouveau fuseau horaire, on va avoir des périodes où on va se réveiller très très tôt alors que tout le monde dort. On va avoir faim pas au même moment, parce qu'on voit bien qu'elle influence pas que le sommeil, elle influence le cortisol, le fait d'avoir faim, le fait d'être en forme. Ça va être très important pour un sportif qui va disputer une compétition. Il va pas avoir son même niveau de performance parce qu'il n'a pas le même apport de sucre, il n'a pas que ce qu'il avait sur son fuseau horaire de base. Donc on l'a vraiment beaucoup mieux exploré avec le décalage horaire lié au vol transatlantique, au fait qu'on peut passer comme ça une personne de 8 heures tout d'un coup vers l'avant ou vers l'arrière. Et c'est aussi cette horloge cette mélatonine qui nous permet de nous recaler quand pour un soir j'ai besoin de travailler toute la nuit ou au contraire que je fais la fête jusqu'aux petites heures du matin. Comment est-ce que le corps s'adapte justement à ces variations de rythme? Quand j'ai fait une nuit blanche toute la nuit, mon corps, la première chose qu'il va mettre en route, c'est un système de récupération. C'est très homéostatique. Homéostatique, ça veut dire que ça veut toujours revenir à la ligne de base, à l'équilibre. Donc il me manque 8 heures, il va faire ses 8 heures. Alors il va plutôt essayer de le faire en journée. Il va pouvoir le faire assez correctement sur 6 heures. C'est le problème des travailleurs de nuit, mais pas au-delà. Et à cause du fait que l'horloge interne, non seulement va déterminer les moments qui sont propices à l'endormissement, mais aussi les moments où on est le plus éveillé. Et par exemple, ces moments concernent beaucoup les heures actuelles, entre 16h et 18h. C'est un moment de grande vigilance. C'est aussi le moment où notre température est la plus haute, la température centrale du corps. On est facilement à 37,4, 37,5. Et ça va donc être un moment où c'est difficile de dormir. Donc une personne qui s'est couchée à 10h du matin, elle va avoir du mal à dépasser 16h. C'est pour ça que les travailleurs de nuit, on leur demande au bout de 3 à 4 nuits de passer en rythme inversé, c'est-à-dire dormir la nuit et pas le jour, parce que chaque fois, il va leur manquer 2 heures de sommeil. Nous sommes en duplex depuis les bureaux de Radio France à Lyon avec Claude Gronflier qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous étions en train de parler avec Isabelle Arnulf de votre spécialité de chronobiologie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler, quand l'horloge se dérègle, et on va parler après des troubles du sommeil plus généralement, mais encore quelques mots généraux sur les mécaniques du sommeil. Est-ce qu'on peut parler de dette de sommeil? Est-ce que quand, par exemple, je travaille de nuit pendant plusieurs années, est-ce que, à un moment donné, cette dette, j'en suis comptable? Est-ce que je peux la rattraper? Est-ce que je peux revenir à un système d'équilibre? Ou est-ce que ce sommeil-là, il est définitivement perdu? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, Isabelle a évidemment très bien introduit les mécanismes du sommeil. Elle a parlé de ce qu'on appelle l'homéostasie de sommeil, qui est ce dont vous parlez, c'est-à-dire cette dette de sommeil, c'est quelque chose qui s'accumule au cours des nuits durant lesquelles on n'a pas suffisamment dormi. Et évidemment, c'est toujours beaucoup posé la question de savoir si un travailleur de nuit ou quelqu'un qui aurait une pathologie du sommeil, eh bien dès lors qu'il va retrouver des conditions de sommeil plus propices, va récupérer cette dette de sommeil. En fait, on ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est que les travailleurs de nuit qui sont dans des situations de travail de nuit ou de travail posté qui incluent la nuit, eh bien, se trouvent dans des situations qui, visiblement, ne sont pas adaptées à leur biologie, puisque un grand nombre d'entre eux souffrent de troubles. Alors, il y a beaucoup de troubles qui ont été découverts au cours de ces dernières années. Tous n'en souffrent pas, mais le fait que ces individus souffrent de troubles qui peuvent persister éventuellement, même quelques années après l'arrêt du travail de nuit, laisse penser que cette situation eh bien, peut avoir des conséquences à long terme. Et donc, après ce travail de nuit, eh bien, il semblerait que cette dette de sommeil ou bien ce dérèglement de l'horloge eh bien, ait induit des troubles qui vont persister un peu. C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure avec Isabelle Arnulf que notre rythme circadien, notre horloge interne est découplé du soleil et de la rotation de la Terre finalement autour du soleil, comme on l'a vu quand on a mis des gens dans le noir complet, qu'on a une horloge à 24h10. Pour autant, si je me mets à complètement inverser mes rythmes et à travailler de nuit et à dormir le jour tout le temps, malgré tout, je vais enregistrer une dette de sommeil? Alors oui, parce que comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, l'horloge, eh bien, elle est normalement calée sur les 24 heures. Et chez le travailleur de nuit qui ne travaillerait que de nuit, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que cette horloge finalement finisse par se caler sur un travail de nuit et un sommeil de jour. Or, ce dont on s'aperçoit, toutes les études le montrent, et le récent rapport qui a été publié par l'ANSES sur les effets sanitaires du travail de nuit l'a bien démontré, l'horloge biologique ne parvient pas à se synchroniser complètement au travail de nuit, même chez les individus qui ne font que du travail de nuit. Et pourquoi? Eh bien, vraisemblablement, c'est parce que en dehors du travail de nuit, eh bien, les individus ont une vie de famille, ont une vie sociale qui, elle, va être calée sur la journée solaire. Et donc, cela va empêcher finalement l'horloge de se synchroniser parfaitement au travail de nuit. Elle ne sera jamais complètement synchronisée au travail de nuit et ne permettra jamais finalement un sommeil de bonne qualité, que ce soit pendant la semaine de travail ou bien pendant le week-end et éventuellement les congés. La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Il est 16h18, vous écoutez France Culture. Nous parlons du sommeil et de ses troubles tout au long de cette heure avec Isabelle Arnulf qui est neurologue et en duplex depuis Lyon, Claude Gronfier qui est neurobiologiste à l'unité INSERM 846 à Bron et vice-président de la Société francophone de chronobiologie. Alors maintenant que nous avons un peu mieux circonscrit les mécanismes circadiens et leur importance dans la régulation de nos fonctions biologiques, parlons un peu de leur dérèglement. Est-ce que tout trouble du sommeil est forcément un trouble du rythme circadien, Isabelle Arnulf ? Non, pas du tout. Les troubles circadiens représentent à peu près un sixième, enfin en tout cas on partage en 6 les pathologies du sommeil. Alors quelles sont-elles ? Alors le premier groupe c'est les insomnies, les difficultés à débuter le sommeil ou à le maintenir, gens qui se réveillent à 3 heures et qui n'arrivent pas à s'endormir. Le deuxième sont les troubles respiratoires du sommeil avec comme chef de file les apnées du sommeil, mais il y a toutes sortes de variétés à l'intérieur de ce groupe. Le troisième sont les hypersomnies, l'excès de production de sommeil par le cerveau, le défaut de système d'éveil. Le chef de file est la narcolepsie, mais il y a évidemment différentes maladies. Le quatrième sont les parasomnies, c'est-à-dire les comportements anormaux pendant le sommeil, somnambulisme, terreur nocturne, éveil confusionnel, trouble comportemental en sommeil paradoxal. Là, c'est les personnes qui se blessent la nuit essentiellement. Et puis le cinquième sont les troubles moteurs du sommeil, les personnes qui vont avoir des mouvements réguliers pendant le sommeil, comme les jambes sorpo, les rythmies, les gens qui se balancent, qui grincent des dents. Et puis donc le cinquième, ce sont les troubles circadiens dont Claude vous a parlé, les personnes qui ne peuvent pas s'endormir avant 2h du matin ou 3h et puis qui auraient besoin de se lever à 11h mais qui peuvent pas, ou à l'inverse ceux qui se réveillent qui s'endorment à 21h, qui sont plombés le soir et puis qui se réveillent à 4h du matin, ou ceux qui ont plus du tout de rythme, ça existe aussi. Et puis en dernier, on a toute une variété de choses qu'on n'arrive pas bien à classer, mais qui sont toutes les conséquences d'autres choses, comme par exemple les reflux d'acide la nuit, les épilepsies nocturnes, etc. Qui ont des variantes physiologiques en quelque sorte. Oui, mais vous voyez que ça fait quand même plus de 70 pathologies et qu'on en identifie, comme je disais tout à l'heure, régulièrement des nouvelles à partir du moment où on se donne la peine de regarder ce qui se passe. De nombreux Français, quand on leur pose la question, c'est pour ça que je vous demandais en tout début d'émission si il s'agit là du mal contemporain, de nombreux Français se disent fatigués. 2/3 des personnes interrogées ne se sentent pas reposées après une nuit de sommeil. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Isabelle Arnulf et puis Claude Gronfier après, est-ce qu'on peut dire que la fatigue et le manque de sommeil sont absolument synonymes ? Le manque de sommeil, quand on dort 1 heure de moins ou 2 heures de moins que ce que notre corps voudrait, puisqu'on n'est évidemment pas égaux sur ce plan-là, il y a des courts et des longs dormeurs, le manque de sommeil, il se traduit essentiellement par de la somnolence. C'est-à-dire on n'a pas assez dormi, et du coup on va s'endormir plus facilement, d'abord dans des conditions passives, dans le bus, dans le train, dans l'avion, très facilement. Et puis, plus la dette de sommeil est sévère, plus on va s'endormir dans des conditions actives, en travaillant, en conduisant, et c'est ce qui en fait le grand danger. Rappelons ici que la somnolence, c'est la première cause de mortalité au volant. C'est devenu la première cause depuis que les voitures vont moins vite et que l'alcool est plus surveillé. Donc ça reste un enjeu de santé publique majeur, puisque ces personnes-là non seulement se mettent en danger, mais mettent en danger les autres. Les accidents par somnolence sont repérés par le fait que la personne n'a pas freiné, ou des déviations latérales du véhicule qui sont typiques des signes de somnolence. Quand on commence à être moins vigilant, on n'est pas encore endormi, on continue à conduire, mais on va ignorer les obstacles latéraux ou freiner avec retard si la voiture freine devant, ou pas prendre les bonnes décisions quand il faut les prendre au volant. Ça, c'est vraiment les signes du cerveau qui est non vigilant et prêt à s'endormir. Après, ce qu'on appelle, donc beaucoup de gens vont appeler ça la fatigue, et il n'y a pas de problème, c'est le mot qu'ils donnent eux. Mais on appelle en médecine la fatigue plutôt la difficulté à récupérer, en particulier, pas seulement au niveau de s'endormir, mais simplement le besoin de se reposer, de s'asseoir, ou de reposer les muscles, d'être fatigué par le simple fait, par exemple, de changer votre couette. Vous voyez, ça, c'est pas de la somnolence. C'est vraiment, il y a d'autres causes que les causes de sommeil. Claude Gronfier, sur ce distinguo entre fatigue et somnolence, il est important parce que ce sont deux troubles que l'on traite et auxquels vous allez répondre différemment. Oui, alors Isabelle a bien défini la différence entre fatigue et somnolence, plus exactement entre fatigue et manque de sommeil. La somnolence, c'est ce que nous, on mesure, alors c'est ce qui est mesuré en médecine du sommeil, c'est ce qu'on mesure nous dans les laboratoires quand on investigue les mécanismes qui sont impliqués dans la régulation du sommeil, ou quand on essaie d'évaluer des approches qui permettent de mieux dormir. On utilise des échelles quantifiées de somnolence, on utilise des marqueurs biologiques de la somnolence, on utilise beaucoup l'électroencéphalographie, certaines ondes dans l'électroencéphalographie, en particulier les ondes lentes, sont de bons indicateurs de la somnolence. En revanche, pour le terme fatigue, eh bien, comme Isabelle l'a dit, c'est un peu un terme fourre-tout. On y casse un peu de tout. C'est mal défini d'ailleurs. On a essayé nous-mêmes de s'y intéresser et on n'a pas trouvé d'échelle validée au niveau international. Selon les auteurs, selon les pays, eh bien, on utilise des échelles différentes pour quantifier la fatigue. Et c'est effectivement un terme qu'on évite d'utiliser nous, qui va représenter d'autres choses que la somnolence. Et qui pourra, vous savez bien que la fatigue peut être d'origine physiologique, après un exercice physique, après une activité sportive intense, on peut être
être fatigué, pour autant on peut ne pas être somnolent et on peut avoir justement des difficultés à s'endormir. La fatigue peut être d'origine psychologique, on peut être fatigué simplement, pas nécessairement parce qu'on a passé une mauvaise nuit de sommeil, mais simplement parce qu'on n'a pas envie de démarrer sa journée pour des raisons de manque d'intérêt ou de motivation. Donc le terme fatigue est effectivement très différent du terme somnolence et quand on parle de sommeil, il faut évidemment préférer le terme somnolence. Et fatigue est donc effectivement plus polysémique. Parlons de votre spécialité, Claude Gronfier. Comment se manifeste donc l'une des catégories de troubles du sommeil qui sont les dérèglements des rythmes circadiens? Comment est-ce que je peux savoir si à un moment donné je me sens somnolent en journée, que j'ai l'impression d'avoir du mal à récupérer, que la source de ce trouble-là tient à un dérèglement de mes rythmes circadiens? Bien, le meilleur indicateur qu'on est atteint d'un dérèglement circadien, d'un dérèglement de notre horloge biologique interne, c'est l'observation que notre sommeil ne se produit pas au bon moment. C'est par exemple lorsqu'on a des difficultés à s'endormir le soir, certains vont appeler ça de l'insomnie ou de l'insomnie de début de nuit, et puis lorsque on souffre de cette insomnie de début de nuit parce qu'on a du mal à s'endormir à une heure, on va dire socialement admise, eh bien dans certains cas, eh bien le réveil lui va être plus tardif. Et donc ce sera pour nous l'évocateur que finalement le sommeil est un peu tardif. Au lieu de se produire comme il se produit en moyenne, on pourrait dire entre 23h et 7h du matin, il va éventuellement se produire à entre 2h et 10h du matin, ou entre 3h et 11h. Ça, ce sera le signe que le sommeil peut être tout à fait normal, de bonne qualité, de bonne durée, équivalente en durée à celle des autres individus qui ne souffrent pas de ce trouble, mais simplement un positionnement qui n'est pas approprié et qui, pour certains, ne posera pas de problème. Par exemple, les individus qui ont l'habitude de travailler tard, qui ont des horaires de travail qui sont décalés, justement, ne vont pas nécessairement avoir de troubles s'ils ont la possibilité le matin de se réveiller après leurs 8 heures de sommeil, c'est-à-dire à 10h, 11h ou même midi ou plus tard. Le problème se verra lorsque la position du sommeil qui est généré, qui est produit par notre horloge biologique, n'est pas en phase avec son souhait. Et si on n'a pas la possibilité le matin de se réveiller, par exemple à 10h ou 11h, eh bien on va souffrir d'une dette de sommeil qui va s'accumuler si on fait partie des malchanceux qui ont un cycle veille-sommeil décalé, ce qu'on appelle le retard de phase de l'horloge biologique. Il y a d'autres troubles que celui-ci, on vient de parler de ce qu'on appelle le retard de phase. Le trouble inverse est un petit peu le syndrome d'avance de phase. Ça, ce sont généralement plutôt des gens un peu plus âgés, mais pas nécessairement, qui ont toutes les peines du monde à rester éveillés le soir et qui vont par exemple avoir une pression de sommeil énorme à 20h ou 21h, ou même avant, 19h, ils vont vouloir s'endormir et qui, eh bien, à 3h, 4h du matin, seront réveillés et en pleine forme et voudront, que sais-je, passer l'aspirateur, écouter du Verdi. En tout cas, ils seront problématique pour les voisins. Absolument, ils seront parfaitement en forme parce que leur horloge aura terminé la nuit. S'ils ont eu la chance de pouvoir s'endormir à 20h, eh bien à 4h du matin, ils auront dormi 8 heures et donc ils n'auront absolument aucun problème de sommeil. Le problème sera qu'ils seront réveillés beaucoup trop précocement et que ça va éventuellement être associé avec des problèmes avec leur voisinage ou leur conjoint, évidemment, s'ils passent l'aspirateur. Ça, évidemment. Ça, c'est pour les dérèglements des rythmes circadiens. Isabelle Ranouf, dans les autres grandes catégories, on a parlé un peu, et on va en reparler dans quelques instants dans le reportage, de l'apnée du sommeil. Quel est le principal trouble du sommeil qui se manifeste? Quand on dit l'insomnie, est-ce que ça recoupe plusieurs réalités différentes? Est-ce qu'il y a une insomnie ou des insomnies? Il y a des insomnies, c'est clairement le trouble du sommeil le plus fréquent. Hein, vous avez dit 16%, on va dire plutôt 9% de façon chronique. Tout dépend comment on l'a définit. Je disais tout à l'heure, 16% de la population d'insomnie chronique. C'est l'un des chiffres que j'ai trouvé en préparant cette émission. Vous dites plutôt 9, disons autour de 10%. Voilà, c'est clairement le plus fréquent. Les apnées, c'est quand même entre 2 et 4%. Les jambes sans repos, 2%. Donc vous voyez qu'on est, ça paraît pas beaucoup, mais à chaque fois, ça se chiffre en millions. Hein, c'est beaucoup de gens. Et l'insomnie, c'est défini par ce que ressent le sujet. J'ai du mal à m'endormir, ou une fois endormi, j'ai du mal à maintenir mon sommeil. Je me réveille 2-3 heures en milieu de nuit, j'arrive pas à m'endormir, ou je me réveille très tôt et j'arrive pas à m'endormir. Donc c'est une plainte de quelqu'un, et on la définit vraiment par la plainte, et alors que j'ai la possibilité de dormir, qu'il n'y a pas un boucan effroyable là où je dors, et je la définis du coup pas par un nombre d'heures de sommeil, puisque on considère que c'est une personne qui ressent ou pas ce symptôme d'insomnie. Voilà. Alors ça reste, comme je vous disais au début, c'est la plus connue des pathologies du sommeil, parce que forcément elle est évidente pour celui qui la ressent, puisqu'il est conscient de ne pas dormir. Encore que on s'est rendu compte petit à petit que c'était beaucoup plus subtil que ça. Ça reste quand même la pathologie sur laquelle il y a, à mon avis, le moins de recherche actuelle, et c'est dommage, dans la mesure où vous avez des personnes qui vous disent je dors très mal, je suis insomniaque, j'ai pas fermé l'œil, et que vous enregistrez au niveau de avec tous nos capteurs et qui ont l'air de dormir 7 heures, et au début on disait c'est qu'ils perçoivent pas leur sommeil, c'est de leur faute quoi. Et puis en fait on s'aperçoit finalement, faut jamais être comme ça, faut toujours écouter les patients. Si les patients disent qu'ils dorment pas, c'est qu'ils ressentent pas la même chose que les autres, et donc il y a des personnes
qui semble pas perdre conscience. Normalement, on perd conscience quand on dort. De cette traversée de la nuit, on en rapporte quelques souvenirs de rêves très vagues et évanescents. Mais il y a des personnes qui perdent pas conscience et qui ruminent et qui tournent en rond dans leur tête. Et même si sur nos tracés de sommeil, elles s'endorment, elles n'ont pas un sentiment de récupérer. Elles ont un sentiment de travailler mentalement toute la nuit. Alors ce travail mental, nous, on l'a probablement, les bons dormeurs. Mais on n'en a pas conscience et du coup, on a un sentiment. Donc vous voyez, ces points-là commencent. Cette idée que le cerveau peut être pas totalement endormi, pas totalement réveillé, qu'il y ait en même temps des systèmes de veille qui fonctionnent et qui ne sont pas arrêtés. Là, normalement, ils devraient s'arrêter quand on s'endorme, puis qui continuent à fonctionner à travers le sommeil. Elle commence à arriver avec de plus en plus de recherches sur ces personnes qui font trop de cortisol la nuit, qui ont des indices de sommeil de gendarme, c'est-à-dire trop réactif. De sommeil de gendarme. De gendarme, d'accord. Se réveillant comme ça, en claquant des doigts, pas un sommeil de pompier, un sommeil de gendarme. Voilà. Il y a les ours et les chiens, clairement. Ce que je voulais vous dire pour prolonger un peu ce que vous êtes en train de dire, et puis je redonnerai la parole aussi à Claude Gronfier sur ce sujet-là, c'est qu'il n'y a pas une pathologie identifiée avec des racines biochimiques, c'est-à-dire de mauvaise transmission d'hormones, de neurotransmetteurs, qui serait responsable d'un grand type d'insomnie qu'on pourrait traiter via de la pharmacologie. Non, c'est une très bonne question. Non, vraiment pas. Alors que on a des indices biologiques très clairs dans d'autres pathologies, par exemple nos jeunes narcoleptiques qui s'endorment à tout bout de champ, dès qu'ils sont passifs, il leur manque un système d'éveil, il a été identifié, on sait ce qui manque, on ne sait pas encore le remplacer, mais on sait ce qui manque. Les personnes qui crient la nuit, se débattent en sommeil paradoxal, on a identifié l'an dernier la zone qui ne marche pas chez eux et qui empêche de paralyser les muscles quand on dort. Donc, ou à l'inverse, la paralysie du sommeil, dont on a entendu parler aussi, qui est une pathologie assez récente, qui est l'inverse. Alors la paralysie du sommeil, c'est le sentiment de ne pas pouvoir bouger au moment où on se réveille ou on s'endort, alors qu'on est conscient. Et ça, on identifie bien que c'est ce système qui nous paralyse normalement en sommeil paradoxal, qui survient trop tôt ou trop tard en sortant du sommeil. C'est très impressionnant, ça survient surtout quand on dort sur le dos. Et les personnes font l'expérience brève et désagréable d'une tétraplégie, parfois associée à des hallucinations, d'une sensation de présence autour d'eux ou d'un quelqu'un qui écrase la poitrine, dans la mesure où les muscles de la cage thoracique sont paralysés. Heureusement, le diaphragme fonctionne. Mais c'est très impressionnant, c'est bénin, il y a plein de moyens de l'enlever. Voilà. Mais ça, c'est un symptôme courant chez tout le monde. Il paraît. Claude Gronfier, sur aujourd'hui, l'une, pour ce qui est de l'insomnie, encore une fois, on va parler de l'apnée du sommeil dans un instant, mais pour ce qui est de ces insomnies, qu'elles soient chroniques, répétitives, déjà, par exemple, une question simple. À partir de quel moment on considère qu'une personne est insomniaque chronique ? Alors je vais laisser Isabelle répondre à la question. Isabelle, sur l'insomnie chronique. C'est de la médecine. Oui. À partir du moment où elle en souffre, et on dit chronique à partir du moment où ça fait 3 mois, qu'elle en souffre au moins plus de 3 nuits par semaine. Vous voyez, il faut qu'il y ait une majorité des nuits qui soient gênées. Et qu'elle en souffre, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle dorme mal, qu'elle ait du mal à initier ou à maintenir le sommeil. Et c'est important aussi qu'elle ait des conséquences dans la journée, parce que on considère que quelqu'un qui dort pas beaucoup la nuit, qui a du mal à s'endormir, mais qui est en pleine forme dans la journée, c'est pas un malade. Alors du coup, je me retourne vers vous, Claude Gronfier. On traite souvent ces insomnies par des prescriptions de benzodiazépines. Est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres méthodes expérimentales ou non de traitement de l'insomnie qui ne soient pas un recours à des médicaments ou à des neuroleptiques ? Alors oui, il y a plusieurs approches. Avant de parler des approches, il faut évidemment que le trouble du sommeil soit bien diagnostiqué. Comme ça a été évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs origines à l'insomnie, il y a plusieurs types d'insomnie, plusieurs étiologies. Concernant les insomnies qui dépendent d'un dysfonctionnement de l'une des structures du sommeil ou des structures de la veille. Évidemment, les hypnotiques sont les traitements de référence à l'heure actuelle. Plusieurs approches ont été décrites comme étant très efficaces, des approches de type thérapie cognitive comportementale, des approches où on va utiliser beaucoup la discussion avec le patient. Il y a plusieurs centres en France qui s'occupent de ces approches-là, ont été bien montrées comme étant efficaces. Lorsque le trouble n'est pas d'origine, on pourrait dire n'a pas pour origine un dysfonctionnement des structures du sommeil, il faut évidemment imaginer les autres causes possibles. Et concernant les rythmes circadiens, eh bien, dès lors qu'un patient va avoir une horloge mal synchronisée aux 24 heures, qui sera éventuellement atteint d'un trouble dont on a parlé tout à l'heure, le retard ou l'avance de phase, ou bien lorsque ce sera un travailleur de nuit, ou bien un aveugle, eh bien là, les structures du sommeil ou les structures de la veille ne sont absolument pas dysfonctionnelles. Ce sont là, comme on l'a évoqué, des troubles qui sont liés à une mauvaise synchronisation, une mauvaise remise à l'heure de l'horloge. Et dans ces cas-là, les approches classiques de pharmacologie ne seront pas celles qu'il faudra utiliser, puisque éventuellement, s'agissant d'un individu qui souffrirait d'un retard de phase de l'endormissement, un hypnotique, parce que le patient pourra venir éventuellement voir son médecin en lui disant écoutez, j'ai beaucoup de mal à m'endormir, est-ce que vous pourriez pas m'aider ? L'un des réflexes pourrait être d'attribuer, de donner
un hypnotique à courte demi-vie pour permettre cet endormissement début de nuit. Sauf que le problème ne sera résolu qu'en partie, c'est-à-dire que l'endormissement pourra éventuellement être facilité en début de nuit, mais le réveil, lui, ne sera pas du tout favorisé en fin de nuit. Le réveil, lui, qui sera sous la dépendance de l'horloge biologique, lui, il aura lieu éventuellement à 10h ou à midi, si on est dans le cas d'un retard de phase plutôt sévère. Donc là encore, le traitement va dépendre évidemment, comme toujours, de l'étiologie du trouble. Et là, je ne dirais pas comme toujours, mais malheureusement, pour ce qui est des troubles des rythmes circadiens du sommeil, ils sont encore trop mal connus et souvent mal diagnostiqués. Ce qui fait que le diagnostic, quand il n'est pas bien posé, va éventuellement, dans certains cas, conduire à des traitements qui ne permettront pas de résoudre le problème. Oui, qui ne sont pas appropriés. Oui, Isabelle Arnulf. Sur l'insomnie, il faut quand même rappeler que la comorbidité principale, c'est la psychiatrie. Donc dépression, anxiété, phobie, et qu'on ne traite pas l'un sans l'autre. Alors pendant longtemps, on a dit c'est la dépression ou le trouble anxieux qui cause l'insomnie. On est un peu revenu sur ça ces dernières années avec des insomnies qui annonçaient, qui si elles n'étaient pas traitées, 3-6 mois après, s'accompagnaient d'une dépression secondaire. Donc on fait beaucoup plus attention maintenant à essayer de traiter les deux. On va reparler dans un instant justement des corrélations qu'il peut y avoir entre les troubles du sommeil et certaines pathologies physiques ou psychologiques, mais avant tout, on va reparler d'une autre forme de traitement de l'insomnie. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé faire une petite sieste au centre médical Veille Santé à Paris. Exactement, et j'ai rencontré Annie-Laure Frankel, qui est médecin neurophysiologiste au centre médical Veille Santé Paris, vous l'avez dit, et avec elle, j'ai parlé de ces troubles du sommeil et de comment on les traite. Pour bien comprendre comment on appréhende l'un de ces troubles, l'apnée du sommeil, j'ai ensuite rencontré Marc Derry, qui est technicien dans ce centre. Marc Derry, il est en charge, lui, des enregistrements des données du sommeil des patients qui viennent consulter les médecins du centre. Il m'a montré les appareils avec lesquels on détecte ces apnées du sommeil et ceux qui servent à les empêcher. Alors la prise en charge, c'est une prise en charge tout à fait classique en médecine, c'est-à-dire un interrogatoire d'abord qui précise les signes. Ensuite, à partir de cet interrogatoire, savoir si le patient a besoin ou pas d'un enregistrement. Quand l'enregistrement est fait, le diagnostic est en principe beaucoup plus clair, beaucoup plus concret. Par exemple, on va dire que monsieur Untel a un syndrome d'apnée du sommeil sévère avec 45 apnées par heure, par exemple. Et donc là, le traitement sera bien sûr fonction des résultats. Vous parliez tout à l'heure du questionnaire préliminaire. De quelle nature il est? Quels sont le type de questions que vous posez avant de consulter, voilà, et de déterminer de quel mal souffre le patient qui va vous consulter? Le questionnaire préliminaire est un questionnaire aussi tout à fait classique. On va interroger le patient sur ses antécédents. Ce questionnaire permet également d'interroger sur le mode de vie, c'est-à-dire non seulement les horaires de travail, les horaires de coucher, de lever, l'alimentation, savoir si l'alimentation est équilibrée ou pas, les excitants, aussi bien le café, le thé que l'alcool, voire que les drogues, le cannabis, cocaïne et autres. Également, on pose des questions qui sont absolument indispensables maintenant sur l'utilisation des tablettes, sur l'excès de consommation d'ordinateurs qui vraiment se développe. Et on voit naître de nouveaux rituels de sommeil avec les tablettes et les téléphones, ce qui n'est pas une bonne chose. Exactement. Ici, c'est le garage. Exactement, le garage. Marc Derry, je suis le technicien du centre ici. C'est moi qui technique les explorations fonctionnelles, les explorations du sommeil, et qui par ailleurs équipe les patients quand ils ont besoin de machines pour les aider à respirer pendant le sommeil. Il y a grossièrement deux types d'enregistrements. Des enregistrements assez réduits qui n'enregistrent que les paramètres respiratoires dans les cas de suspicion d'apnée du sommeil. Donc un matériel très très léger avec un petit boîtier d'enregistrement, 2 ceintures pour les mouvements, un capteur de saturation en oxygène et un capteur de flux aérien. Donc 4 capteurs et une machine principale. Donc d'une part, un petit appareil dont on ne sait que comment il respire, et avec le polysomnographe, donc beaucoup plus de capteurs, il y a une trentaine d'éléments. Donc les mêmes éléments que la polygraphie, plus un enregistrement d'électroencéphalogramme, d'électro-oculogramme pour mesurer les mouvements oculaires, de tonus musculaire pour pouvoir classer le sommeil paradoxal. On enregistre systématiquement ici l'électrocardiogramme, les mouvements de jambes, la position corporelle. Donc un examen beaucoup plus complet, mais qui donne beaucoup plus de renseignements sur la structure du sommeil. Les données, elles vous arrivent comment, sous quelle forme? Alors on va voir dans une première partie ici les paramètres neuro avec l'électroencéphalogramme, les mouvements oculaires, le tonus musculaire et les mouvements de jambes qui vont permettre de classer les différents stades de sommeil. 3 stades plus le sommeil paradoxal, le sommeil de rêve. Et dans la deuxième partie de l'écran, tous les paramètres respiratoires qu'on voit ici avec une respiration strictement normale, avec un flux, une thermistance qui mesure les variations de température devant la bouche et devant le nez, un flux aérien, la pression d'air dans les narines, les mouvements respiratoires du thorax et de l'abdomen, dont on voit qu'ils sont très réguliers ici, et la saturation en oxygène ici, qui est à 93 ou 94%. Et donc on va défiler au cours de la nuit pour repérer les variations de l'activité électrique cérébrale, des mouvements oculaires et du tonus musculaire d'une part, et par ailleurs les irrégularités de la respiration. On a là un exemple d'un patient qui dort et qui respire bien. Et voilà, vous voyez que de temps en temps, il a des arrêts respiratoires ici. On voit un arrêt complet du flux avec, là on voit une diminution
des mouvements respiratoires et un presque arrêt du flux. Donc voilà, ça constitue des apnées du sommeil. On voit que l'air ne passe plus du tout. La très grande majorité des apnées du sommeil sont des apnées obstructives qui sont donc dues à une fermeture des voies aériennes supérieures. Donc bien souvent, le traitement est mécanique. Dans les grandes lignes, le traitement de première intention, c'est le port d'une machine avec un masque en pression positive continue qui va créer une attelle pneumatique pour maintenir le calibre des voies aériennes. Quelques apnées sont centrales, le problème est un petit peu différent, il faut avoir recours à un respirateur, mais on peut aussi, dans les syndromes d'apnée du sommeil de moindre importance, porter une orthèse de propulsion mandibulaire qui va avancer la mandibule et donc avancer la base de langue et éviter que les voies aériennes s'obstruent. On a des machines qui sont en fait des compresseurs qui vont aspirer l'air de la pièce, les comprimer dans une turbine et les refouler par l'intermédiaire d'un masque et le patient va respirer donc un air sous pression qui va constituer l'attelle pneumatique pour maintenir le calibre des voies. Donc voilà, une machine, un compresseur, la machine compresseur, ce qu'on appelle une CPAP, une machine à pression positive, ça ressemble à ça. Un tuyau et un masque tel que ceux que vous voyez ici. Les machines modernes, on pourrait les comparer à un gros radio-réveil. C'est un petit bloc noir, il y a un moteur, une turbine à l'intérieur. Et par ailleurs, ce sont des machines qui sont en général autopilotées, c'est-à-dire qu'elles peuvent mesurer la résistance au passage de l'air et en fonction du degré de résistance, augmenter plus ou moins la pression dans les bornes qu'on fixe à la machine ici. Voilà le reportage du jour consacré plus précisément à ce trouble, vous le disiez tout à l'heure Isabelle Arnulf, relativement récent, l'apnée du sommeil. Alors à quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter de pouvoir souffrir de ce type de trouble? Est-ce que il y a différents types d'apnée du sommeil ou est-ce qu'il y a une apnée du sommeil? Alors, ce sont des apnées obstructives du sommeil, c'est les voies aériennes qui sont trop étroites et qui du coup se bougent pendant le sommeil, on avale sa langue en arrière et elle vient boucher le passage de l'air. Les symptômes c'est des symptômes très banaux, c'est leur conjonction ensemble qui fait suspecter ce syndrome. Le premier signe, c'est de se réveiller fatigué le matin, c'est-à-dire que le sommeil n'a pas été bon, tout en ayant bien dormi ces 7 heures. Les autres signes, c'est ils sont observés par le conjoint, est-ce qu'on ronfle la nuit? Alors, beaucoup d'hommes ronflent, 75% des hommes, 25% des femmes, donc ça n'en fait pas une maladie. Maintenant, est-ce que ce ronflement est fort? Est-ce qu'on l'entend à travers une porte fermée? Et est-ce qu'il est émaillé de pauses de silence, comme si la personne arrêtait de respirer et puis reprenait bruyamment sa respiration? Ça, c'est l'apnée. Et l'hypopnée, elle se manifeste, c'est une diminution du débit respiratoire la nuit, plutôt par un ronflement crescendo, et puis la personne se réveille brièvement et se rendort. Et ça, c'est ce qu'observe le conjoint. Il peut observer quelques apnées, mais il y a un moment où on peut tous tolérer quelques apnées, où il faut mesurer si c'est fréquent. Les autres signes, c'est des signes de répercussion des apnées sur le fonctionnement du corps. Le besoin d'uriner la nuit. Jusqu'à 50 ans, on n'urine habituellement pas la nuit. À partir de 50 ans, un homme peut uriner 1 fois. 2 fois, ça commence à pas être normal. C'est un volume d'urine normal. C'est pas un problème de prostate où il y a de l'obstacle pour uriner. Et puis, l'apparition de somnolence dans la journée qui commence toujours dans les périodes où on est tous un peu somnolents, c'est-à-dire après déjeuner ou quand on est passif, et puis qui, dans les formes sévères, peut envahir d'autres périodes. Après, il y a tout un retentissement sur le corps qui est un peu sournois, avec un peu plus irritable, un peu plus soupolé, des petits troubles de mémoire, d'attention, des petites baisses de sexualité. Vous voyez des choses qui montrent d'ailleurs qu'un sommeil qui est fragmenté, parce qu'en fait c'est ce qui se passe, il est normal en quantité, mais chaque apnée réveille la personne brièvement, et ça vraiment le cerveau n'aime pas du tout être réveillé comme ça, et quand on dit souvent c'est toutes les 2 minutes. Imaginez un coup de téléphone toutes les 2 minutes, vous seriez épuisé le matin. Et assez irritable, je vous le cache pas. Quelles sont les corrélations aujourd'hui que l'on fait et est-ce qu'on en connaît les mécanismes entre les troubles du sommeil et des pathologies associées? Vous parliez tout à l'heure, Isabelle Arnulf, de la dépression, mais on voit que des gens qui ont des troubles du sommeil récurrents présentent des risques supérieurs, plus élevés de maladies cardiovasculaires, de diabète, de troubles gastro-intestinaux, de dépression, voire même de certains cancers. Est-ce que ces troubles-là, ces liens-là, on les connaît bien? Est-ce qu'on sait si ce sont des liens sûrs ou ce sont juste des statistiques épidémiologiques? Alors il y a des liens essentiellement épidémiologiques sur des grandes séries entre la quantité de sommeil qu'on dort, et en particulier la diminution de cette quantité, et l'apparition d'hypertension artérielle et de diabète. En fait, le sommeil non seulement repose le cerveau, mais c'est aussi une période de repos pour tout le système hormonal et cardiovasculaire. Et si on le réduit parce qu'on dort pas assez, parce qu'on le fragmente avec des apnées, ou parce qu'on est insomniaque, alors à moins de 5 heures tout de même, là il y a des répercussions, en tout cas sur des grands groupes qui sont visibles, avec un changement du métabolisme, des gens qui prennent du poids en particulier, qui se défendent moins bien. Ça c'est pour, on va dire, l'aspect de santé publique. Après, il y a des pathologies du sommeil qui sont annonciatrices d'autres pathologies. Et en particulier, quand une personne de plus de 50 ans commence à crier la nuit, à se débattre, si elle le faisait pas avant, il faut rechercher le trouble comportemental en sommeil paradoxal, parce qu'on sait maintenant qu'il annonce la maladie de Parkinson à peu près 7 à 8 ans avant, et pas chez tout le monde, mais chez quand même beaucoup de patients. Et donc c'est important de voir qu'un trouble nocturne, en fait, peut être le premier signe d'une pathologie plus sérieuse neurologique. Alors on voit, on le disait, beaucoup de gens se plaignent de mal dormir, d'être fatigués ou d'être somnolents. Claude Gronfier,
comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Parce que quand par exemple j'ai l'impression d'être plus fatigué que d'habitude, quelles sont les démarches à faire finalement? Parce qu'on a l'impression que ces troubles du sommeil, ils sont encore relativement mal connus et mal pris en compte par le secteur médico-social. Oui, alors c'est aussi, je pense qu'il faut insister sur le fait que souvent ces troubles-là sont quelque part admis. Les gens qui souffrent de troubles du sommeil vont se dire bon ben voilà, je dors pas bien et alors je suis pas le seul. C'est un petit peu comme le mal de dos. Il y a une époque, tout le monde avait mal au dos et on avait beaucoup de difficultés à s'en sortir. Là, évidemment, la médecine du sommeil a fait beaucoup de progrès. Les instituts français et internationaux, la National Sleep Foundation aux États-Unis et l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, en synergie avec la Société française de recherche en médecine du sommeil, font beaucoup de communication auprès du grand public pour que justement ces troubles du sommeil ne restent pas non traités. Il faut traiter un trouble du sommeil, il faut en tout cas en parler, il ne faut pas laisser ce trouble du sommeil s'installer, il sera plus difficile à traiter éventuellement dans certains cas. Et s'agissant d'ailleurs d'insomnie ou d'autres troubles, ou de troubles des rythmes circadiens du sommeil, il faut rapidement traiter pour éviter que ce trouble s'installe et puisse avoir des comorbidités, de conséquences physiologiques associées à ce trouble. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut déjà se poser, je crois, la bonne question, c'est-à-dire est-ce que mon hygiène de sommeil est compatible avec un sommeil de bonne qualité? On va peut-être parler de l'effet négatif de l'environnement et en particulier de celui des écrans, mais évidemment, l'un des facteurs impliqués dans un sommeil de mauvaise qualité est souvent une mauvaise hygiène de sommeil et une mauvaise hygiène de lumière. Et donc, dès lors que cette hygiène de sommeil est bonne, ou n'a pas, en tout cas, on n'a pas à s'en plaindre, on va dire, ou l'hygiène de lumière n'est pas si mauvaise, si un trouble du sommeil est toujours là, il faut évidemment consulter, en parler à son médecin, qui va vous orienter vers un médecin du sommeil pour que le trouble soit bien diagnostiqué et bien traité. On parlait tout à l'heure des salariés qui travaillent en horaire décalé ou en horaire de nuit. On parle tout de même de 20% des salariés en France, une personne sur 5. On parlait tout à l'heure également des enfants ou des adolescents qui sont laissés devant des écrans jusqu'à l'heure du coucher ou qui dorment avec un téléphone à proximité, avec cette lumière bleue des LED qui est très très nocive pour l'horloge interne. Vous venez de parler à l'instant, Claude Gronfier, du bruit, de la lumière. Une personne sur 2 se dit gênée par le bruit ambiant au moment de l'endormissement. On voit bien que tout cela mélangé, ça donne une composante sociale très forte aux troubles du sommeil, notamment chez les plus jeunes. Est-ce que cette composante sociale, il ne faudrait pas un plan de santé publique pour prendre en compte le fait que on dort plus mal quand on est plutôt dans les classes sociales les plus défavorisées, qu'on vit à proximité d'un endroit bruyant, d'une autoroute, dans des endroits où il y a de la lumière et où le sommeil est moins réparateur? Isabelle Arnulf. Oui, tout à fait. On avait proposé que dans le carnet de santé, en plus d'une courbe de poids et de taille, il y ait une courbe de sommeil. C'est-à-dire que les parents reportent, voilà, mon enfant il dort 8h, 9h, 10h. Alors après on a des parents anxieux qui disent est-ce que c'est normal de dormir que 10 heures à 8 ans, voilà, ça permet un peu de remettre déjà dans qu'est-ce qui est normal pour cet âge-là. Les problèmes, on les voit apparaître plutôt dans la préadolescence, jusqu'en classe primaire, ça va à peu près. Mais l'arrivée, les premiers téléphones portables, les premiers, ça s'est avancé. Au début, c'était les grands adolescents, puis maintenant c'est plus tôt. Donc, apprendre aux parents et aux enfants à respecter cette période de la nuit, voir que c'est pas du temps perdu, c'est vraiment un moment où le cerveau non seulement se repose, mais travaille à sa façon. Il est en train de mémoriser, il est en train de se défendre, il est en train de grandir, il est en train de digérer des émotions, il fait tout un travail la nuit pendant qu'on dort. C'est un travail dont on n'a pas conscience, mais qui fait qu'on est en forme le matin. Et rappeler que il faut se coucher pas trop tard, il faut dormir dans une pièce fraîche, il faut diminuer tous les stimuli sonores, parce que même si on dort près d'une route depuis longtemps et qu'on pense qu'on est habitué au bruit des voitures, c'est pas vrai. Il continue à y avoir la nuit, à chaque passage de voiture, une accélération cardiaque, voire un petit réveil, qui n'est pas perçu par le dormeur, mais qui suffit à rendre le sommeil moins récupérateur si ça arrive 20, 30, 40 fois par heure. Claude Gronfier, vous pensez que aussi introduire peut-être, c'est Damien Léger, responsable du centre du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris, qui le proposait, une éducation au sommeil à l'école par exemple, prolonger les années de sieste, qu'il y a vraiment une politique publique à mettre en œuvre véritablement pour prendre en compte ces problèmes d'inégalité face au sommeil, si je puis m'exprimer ainsi? Oui, bien sûr, c'est une très bonne remarque. L'éducation au sommeil, c'est quelque chose qui est très important. La plupart des gens ignorent non seulement quels sont les intérêts du sommeil, quelles sont les fonctions du sommeil, mais ils ignorent aussi qu'en faisant quelquefois peu d'efforts, ils pourraient améliorer grandement leur sommeil et leur santé s'en trouverait largement améliorée. Isabelle a évoqué tout à l'heure, suite à votre question, le fait que lorsque on souffre de troubles du sommeil, eh bien, on va voir apparaître dans certains cas des troubles cardiovasculaires, du diabète, de la dépression, certains cancers. Ça, c'est dans le cas du travail de nuit, et c'est un risque probable et non avéré encore. Mais tous ces troubles-là, on le pense à l'heure actuelle, sont des troubles qui pourraient
avoir pour origine une altération du sommeil, une altération de la qualité du sommeil ou de la durée du sommeil. Donc on voit bien maintenant que le sommeil fait partie de la vie, doit être absolument pris en compte pour permettre une santé optimale. Et il faut l'enseigner le plus rapidement possible parce que souvent c'est très mal connu. Les enfants, on peut expliquer très simplement aux enfants, même aux enfants en bas âge, que le sommeil est important, qu'il y a plusieurs stades de sommeil pendant la nuit, plusieurs cycles, qu'ils peuvent faire des siestes lorsqu'ils sont fatigués, surtout le week-end, qu'ils doivent ne pas hésiter à le demander à leurs parents, pour les parents qui sont hyperactifs et qui éventuellement ne laissent pas à leur enfant la possibilité de faire une sieste. Et donc ça doit être enseigné à l'école, ça doit être enseigné aussi évidemment aux enseignants, mais les enseignants sont généralement très à l'écoute et ils le sont généralement, ils savent très bien à quel point le sommeil est important. C'est pas à eux qu'il faut faire le plus d'efforts, vers eux qu'il faut faire le plus d'efforts. Il faut surtout aussi l'apprendre aux parents parce que les enfants à qui on leur a appris auront beaucoup de mal à transmettre ces messages à leurs parents. Donc il y a un gros travail d'éducation à faire effectivement. Et qu'en est-il, et ce sera le mot de la fin, l'un et l'autre, qu'en est-il de la médecine générale, des médecins de ville qui vont avoir tendance peut-être par manque de conscience ou de formation autour de ces problématiques du sommeil, à prescrire du benzodiazépine, à prescrire un somnifère en disant vous dormez mal, boum, voilà, plutôt que de réorienter les patients vers des médecins du sommeil. Est-ce que la médecine du sommeil est assez développée en somme, Isabelle Arnulf? De plus en plus, et c'est pas moi qui jetterai la pierre aux médecins généralistes, il y a quand même encore un tiers des insomniaques qui ont besoin de benzodiazépine, ils ne dorment qu'avec ça, et je considère que c'est comme la douleur, ça se discute pas. Si quelqu'un a mal, on lui donne un antalgique, si quelqu'un dort mal, on lui donne un hypnotique. On lui donne alors un hypnotique. Ce qu'ils connaissent peut-être moins, c'est qu'il y a d'autres choses que les benzodiazépines, auxquelles on s'habitue moins, comme les antidépresseurs à petite dose ou les antihistaminiques. Voilà. Après, c'est enseigné de plus en plus en médecine. C'est vrai que maintenant, ça devient une spécialité. On était spécialiste, mais on l'était en diplôme universitaire. Maintenant, ça va devenir une formation de spécialité transversale. Nous sommes neurologues, pneumologues, psychiatres, ORL, et ça permettra d'avoir peut-être un peu plus de reconnaissance dans les universités. Claude Gronfier, en conclusion aussi sur cette notion de la médecine du sommeil. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que les médecins généralistes redirigent plus facilement qu'avant vers des médecins du sommeil quand leurs patients, une personne sur trois aussi dans une enquête, s'est plainte à un médecin à un moment donné d'avoir des troubles du sommeil? Oui, alors je crois que les médecins généralistes orientent dès qu'ils le peuvent les patients vers les médecins du sommeil. Ce qui manque sans doute à notre époque, c'est des médecins du sommeil, évidemment, parce que la liste d'attente est souvent longue avant de pouvoir avoir sa polysomnographie, c'est-à-dire son examen qui va permettre de déterminer avec précision quel est le trouble. Donc, vraisemblablement, on manque de médecins du sommeil. Et puis là encore, pour en revenir sur cette notion de formation, il faut très clairement former beaucoup plus en avant aussi bien les médecins du sommeil que les physiologistes d'ailleurs, que les scientifiques, à la médecine du sommeil et à cette approche, cette médecine de la chronobiologie, on pourrait dire des rythmes biologiques, qui sont encore largement assez mal connus, non seulement en France, la France n'est pas un pays à problème en termes d'enseignement de la médecine du sommeil, bien au contraire, mais dans le monde, on voit très bien que certains troubles du sommeil, qui ne sont pas, par exemple, des insomnies ou de l'apnée du sommeil, sont moins connus et donc sont souvent moins bien pris en charge. Eh bien écoutez, juste une dernière question, puisqu'il nous reste quelques secondes, Isabelle Arnulf, est-ce que ce lieu commun est vrai ou est-ce qu'il est faux? J'avais demandé à un de vos collègues médecins du sommeil qui m'a répondu en fait une règle d'airain sur le sommeil, c'est que quand on est fatigué, il faut dormir, il faut suivre son corps. Dès que je suis fatigué, je vais m'allonger 10-15 minutes, ça me fait du bien forcément. Oui, les siestes courtes sont à recommander. Courtes, ça veut dire entre 10 et 20 minutes. On s'étend, on se détend et on laisse venir le sommeil. Plus il est court, et donc sommeil léger, mieux on sera après. Donc il faut vraiment favoriser la sieste. Eh bien voilà, favorisons tous autant que nous sommes la sieste et nous vivrons mieux, plus longtemps, plus heureux et plus détendus. Merci beaucoup à tous les deux. Isabelle Arnulf, je rappelle votre ouvrage Une fenêtre sur les rêves, neurologie et pathologie du sommeil chez Odile Jacob. Merci beaucoup Claude Gronfier également, et merci à nos camarades du bureau de Radio France à Lyon qui ont rendu ce duplex possible. Et merci à toute la chouette équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Céline Lausanne, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, à la réalisation Elisabeth Miro, à la technique Pierrick Monsigny et au droit d'auteur Charles Barjou. Et demain, nous tâcherons de regarder plus loin dans l'espace et dans le temps grâce à la nouvelle génération de télescopes géants sur Terre ou remplaçant du bon vieux Hubble dans l'espace. Jusqu'où pourrons-nous voir dans les années à venir? Dans un instant, nouvelle semaine de LSD qui s'ouvre et on part toute la semaine à Cuba dans cette série documentaire de Perrine Kervran. On se retrouve